Mikhail Bulgakov, récit d'un jeune médecin. L'œil volatilisé. Ainsi, une année était passée. Il y a juste un an, j'arrivais dans cette maison. Derrière les fenêtres, c'était le même rideau de pluie qu'aujourd'hui, et les dernières feuilles jaunes des bouleaux pendaient tout aussi tristement. Rien ne semblait différent alentour. Mais moi, j'avais profondément changé. Dans cette complète solitude, célébrons donc le soir des souvenirs. Faisant craquer le plancher, je passais dans ma chambre pour me regarder dans la glace. Oui, la différence est grande. Il y a un an, dans cette glace qui sortait tout juste de ma valise, c'est l'image d'un visage bien rasé qui s'était reflété. Une raie sur le côté agrémentait alors ma tête de 23 ans. À présent, la raie avait disparu, mes cheveux étaient rejetés en arrière sans grande recherche. Une raie ne trouve personne assez dur à 30 kilomètres du chemin de fer. La même chose pour mon visage bien rasé. Au-dessus de ma lèvre supérieure s'était fermement installée une petite bande semblable à une brosse à dents dure et jaunie. Mes joues avaient pris l'aspect d'une râpe qu'il était bien agréable d'utiliser pour me gratter l'avant-bras pendant mon travail. Voilà le résultat, lorsqu'on ne se rase pas 3 fois par semaine, mais une fois seulement. Je lisais un jour quelque part, ou, je l'ai oublié, quelque chose à propos d'un Anglais qui se trouvait sur une île déserte. Quelqu'un d'intéressant, cet Anglais. Il resta sur l'île jusqu'à l'hallucination. Et lorsqu'un navire s'approcha, et qu'une barque déversa des sauveteurs, lui, l'ermite, les accueillit à coups de revolver, les prenant pour un mirage, pour une farce de ce désert marin. Mais il était rasé. Il se rasait chaque jour sur son île déserte. Je me souviens de l'extrême respect qu'avait suscité en moi ce noble fils de la Grande-Bretagne. Et en venant ici, j'avais aussi dans ma valise un gilet mécanique avec une douzaine de lames, un rasoir à main et un blaireau. J'avais fermement décidé de me raser tous les 2 jours, car ce n'était pas pire ici que sur l'île déserte. Or, par un jour radieux du mois d'avril, j'avais étalé tous ces trésors anglais dans la lumière dorée d'un rayon qui tombait en oblique, et je venais juste de fignoler ma joue droite jusqu'à la rendre luisante, lorsque Egorich, piétinant comme un cheval, fit irruption en grosses bottes usées pour m'annoncer qu'un accouchement était en train de se dérouler dans les buissons, au bord de la petite rivière près de la réserve. Je me souviens avoir essuyé ma joue gauche avec une serviette et m'être précipité dehors en compagnie d'Egorich. Et vers la rivière dont l'eau trouble avait monté parmi les bouquets d'osier dénudés, nous courions tous les trois, la sage-femme avec des pinces hémostatiques, un rouleau de gaz et un flacon d'iode, moi, les yeux égarés, écarquillés, enfin derrière Egorich. Tous les 5 pas, il s'accroupissait par terre, puis, en jurant, arrachait sa botte gauche. Sa semelle avait sauté. Le vent soufflait dans notre direction, le vent doux et sauvage du printemps russe. La sage-femme, Pélagie Ivanovna, avait perdu un peigne de ses cheveux, et ceux-ci, tout défait, lui battait les épaules. Pourquoi diable passes-tu tout ton argent dans la boisson marmonnai-je à Egorich tout en courant, c'est dégoûtant. Tu es gardien de l'hôpital et tu vas comme un va-nu-pieds. Quel argent dit Egorich en montrant les dents méchamment. Pour 20 billets par mois, souffrir autant. Ah, satané machin. Il frappait le sol à coups de pied comme un cheval indomptable. De l'argent, sans parler de bottes. Il n'y a même pas de quoi boire et manger. C'est boire pour toi l'important, sifflait Georges Daleine. Voilà pourquoi tu traînes comme un gueux. Près du petit pont vermoulu, on entendit une faible plainte qui courut sur la crue impétueuse des eaux et s'éteignit. Nous accourûmes et vîmes une femme ébouriffée qui se tordait. Son foulard était tombé. Ses cheveux se collaient à son front, couverts de transpiration. Ses yeux se révulsaient sous l'effet de la souffrance, et elle essayait d'arracher sa pelisse avec ses ongles. Un sang rouge vif avait souillé le vert tendre de la première herbe, encore rare, qui sortait à peine de cette terre grasse, gorgée d'eau. « Tu n'es pas arrivé, pas tout à fait, » disait Pélagie Ivanovna, tout en défaisant son rouleau, nu-tête, semblable à une sorcière. Et c'est là, accompagné par le joyeux rugissement de l'eau qui s'engouffrait entre les piliers du pont en rondins noircis, qu'avec Pélagie Ivanovna, nous accouchâmes la femme d'un bébé du sexe masculin. L'enfant était vivant et la mère sauvée. Puis les 2 gardes malades, aidés d'Egorich, le pied gauche nu, enfin débarrassés de cette fichue semelle complètement usée, transportèrent la femme à l'hôpital sur un brancard. Lorsqu'apaisée, pâle, on l'eut couchée, recouverte de draps, lorsque le bébé fut installé dans un berceau à ses côtés et que tout fut en ordre, je lui demandai « Eh bien alors, la jeune maman, tu n'as pas trouvé de meilleur endroit que ce pont pour accoucher? Mais pourquoi n'es-tu pas venue à cheval ?» Elle répondit « Mon beau-père ne m'a pas donné de cheval. Pour 5 kilomètres, il me dit « Tu y arriveras. Tu es une femme solide. Inutile d'envoyer un cheval pour rien. » « C'est un imbécile, ton beau-père. Et une belle saloperie, dis-je.
Mon Dieu, l'ignorance de ces gens, ajouta Pélagie Ivanovna, d'un ton compatissant. Puis elle eut un petit rire, je ne sais pourquoi. Je surpris son regard, il était braqué sur ma joue gauche. Je sortis et jetai un coup d'œil dans la glace de la salle de travail. Elle me montra ce qu'elle me montrait d'habitude, le visage déformé d'un individu manifestement dégénérescent, avec son œil droit comme poché. Mais, et là la glace n'y était pour rien, sur la joue droite du dégénéré, on aurait pu danser comme sur un parquet, alors que sur la gauche, on apercevait une épaisse broussaille roussâtre. Le menton tenait lieu de ligne de démarcation. Cela me fait penser à un livre à la reliure jaune, portant l'inscription Sakhaline, dans lequel se trouvaient des photographies de toutes sortes d'hommes. Meurtre, effraction, hache pleine de sang, pensai-je, 10 ans. Elle est originale malgré tout, la vie sur mon île déserte. Il faut que j'aille finir de me raser. Me remplissant de l'odeur du mois d'avril, qui se dégageait des champs noirs, j'écoutais le vacarme des corbeaux à la cime des bouleaux, cligner des yeux devant le premier soleil, et traverser la cour pour aller me raser. Il était près de 3 heures de l'après-midi, et c'est à 9 heures du soir, en fait, que je pus finir de me raser. À Mourievo, autant que j'avais pu le remarquer, les événements inattendus comme cet accouchement dans les buissons n'arrivaient jamais seuls. À peine était-je sur le perron, la main encore sur la poignée de la porte, que le nez d'un cheval se montra au portail, suivi dans un chaos d'un chariot couvert de boue. Une bonne femme le conduisait, en criant de sa voix grêle « bon Dieu !» Du perron, j'entendis alors pleurnicher un gamin au milieu d'un tas de chiffons. Bien entendu, le gamin avait une jambe cassée et nous passâmes bien 2 heures, l'infirmier et moi, à lui poser un plâtre. Lui, pendant ces 2 heures, ne cessa de hurler. Après cela, il fallut déjeuner, puis j'eus la flemme de me raser. J'avais envie de lire un peu. Alors, le crépuscule s'approcha imperceptiblement, le lointain disparut, et avec une grimace pleine de tristesse, je finis de me raser. Cependant, mon gilet à dents qui était resté, oublié dans l'eau savonneuse, garda toujours une trace de rouille, comme en souvenir de l'accouchement printanier près du pont. C'est vrai, se raser 2 fois par semaine, ça n'avait aucun sens. Parfois nous étions complètement enneigés, une tempête à tout casser hurlait. Nous restions jusqu'à 2 jours à l'hôpital de Mourievo, sans même envoyer chercher les journaux à Vosnier 5, à 9 kilomètres. À longueur de soirée, j'arpentais mon cabinet, désirant lire les journaux avec la même avidité que j'avais dans mon enfance pour lire Le Trappeur de Fenimore Cooper. Malgré tout, les manières anglaises ne s'éteignirent pas complètement sur l'île déserte de Mourievo. Je sortais de temps en temps le jouet étincelant de son petit étui noir, et je me rasais sans grand enthousiasme. Je devenais alors lisse et propre comme le fier insulaire. Mon seul regret était qu'il n'y eût personne pour apprécier. Attendez, oui, cela me revient. Une autre fois encore, j'avais sorti mon rasoir. Axinia venait juste d'apporter un gobelet ébréché, plein d'eau bouillante, dans mon cabinet, lorsqu'on frappa à la porte un coup impératif en m'appelant. Et nous voilà partis, Pélagie Ivanovna et moi, terriblement loin, emmitouflés dans nos pelisses de peau de mouton. Le fantôme noir que nous représentions, le cocher, les chevaux et nous-mêmes, filaient à vive allure à travers la colère de cet océan tout blanc. La tempête sifflait comme une sorcière, hurlait, crachait, riait aux éclats. Tout s'était comme volatilisé, et je ressentais un petit froid familier dans la région du plexus solaire, à la pensée que nous allions nous perdre dans ces ténèbres sataniques qui tourbillonnaient et périr dans la nuit, tous, Pélagie Ivanovna, le cocher, les chevaux et moi-même. Je me souviens aussi de l'idée stupide qui avait surgi en moi, me faire une piqûre de morphine, ainsi qu'à la sage-femme et au cocher, lorsque nous serions transit froid et à moitié ensevelis sous la neige. Pourquoi? Mais pour ne pas souffrir. Tu gèleras très bien comme ça, Toubib, même sans morphine, me répondait, je me souviens, une voix sèche et puissante. Rien n'y fera. Wouh! Psst! Sifflait la sorcière, et dans le traîneau, ça ballottait. Alors on fera paraître là-bas, dans le journal de la capitale, à la dernière page, un article disant que, eh bien voilà, périr dans l'exercice de leurs fonctions, le médecin un tel, ainsi que Pélagie Ivanovna, le cocher, et 2 chevaux, qu'ils reposent en paix dans cet océan de neige. Pouah! Mais quelle idée vous traverse donc la tête lorsque le prétendu devoir professionnel se prend à vous entraîner? Nous ne trouvâmes pas la mort, ne perdîmes pas notre route, mais parvînmes au village de Grichtchevo, où j'entrepris la 2e version podalique de ma vie. La mère était la femme de l'instituteur du village. Dans le sang jusqu'au coude, la sueur jusque dans les yeux, je m'efforçais, aidé de Pélagie Ivanovna, de pratiquer cette version à la lumière de la lampe. Derrière la porte, en planche, nous ne cessions d'entendre le mari gémir et faire le va-et-vient dans la partie cuisine de la maison, accompagné par les gémissements de la mère et les sanglots incessants du père.
Je cassai, je l'avouerai en secret, le bras du bébé. Le bébé était mort-né. Oh, comme la sueur coulait dans mon dos. Il me vint aussitôt à l'esprit que quelqu'un de menaçant allait apparaître, noir, énorme, qu'il allait faire irruption dans la maison et dire d'une voix de pierre, ouais, qu'on lui retire son diplôme. Me sentant défaillir, je regardais le petit corps sans vie, jaune, et sa mère gisait, encore sous l'effet du chloroforme, dans une immobilité de cire. Des tourbillons de neige s'engouffraient par le vasistas que nous avions ouvert un instant pour dissiper l'odeur étouffante du chloroforme, et il se transformait en nuage de vapeur. Puis je claquai le vasistas et braquai de nouveau mon regard sur le petit bras qui pendait, impuissant, dans les mains de la sage-femme. Ah, je ne peux exprimer quel fut mon désespoir en rentrant chez moi tout seul, car j'avais laissé Pélagie Ivanovna pour s'occuper de la mère. J'étais violemment secoué dans le traîneau, au milieu de cette tempête de neige dont la force faiblissait. Les forêts lugubres se chargeaient de reproches, de désespoir, de détresse. Je me sentais vaincu, rompu, écrasé par le destin cruel. Il m'avait jeté dans ce trou perdu et contraint à me battre seul, sans aucun soutien ni directive. Quelle difficulté incroyable ne me faut-il pas endurer? On peut m'amener n'importe quel cas insidieux ou complexe, relevant le plus souvent de la chirurgie. Je dois tourner vers lui mon visage mal rasé, et le vaincre. Et si je ne parviens pas à le vaincre, il ne me reste qu'à souffrir comme en ce moment, alors qu'on me roule dans les ornières et que je laisse derrière moi le cadavre d'un bébé et sa mère. Demain, dès que la tempête sera calmée, Pélagie Ivanovna la conduira à l'hôpital, et la grande question se posera. Réussirai-je à la sauver? Oui, mais comment la sauver? Comment comprendre ce mot sublime? Au fond, j'agis au petit bonheur, je ne sais rien. En fait, jusqu'à présent, j'ai eu de la chance. J'ai réussi des choses incroyables, mais aujourd'hui, la chance m'a manqué. Ah, mon cœur se serre de solitude, de froid, de ce qu'il n'y ait personne alentour. Mais c'est peut-être bien un crime que j'ai commis, ce bras cassé. Aller quelque part, se jeter aux pieds de quelqu'un, dire « Eh bien voilà, moi, docteur Intel, j'ai cassé le bras d'un bébé. Retirez-moi mon diplôme. Je n'en suis pas digne, chers collègues. Envoyez-moi à Sakhaline. » Pouah, quel neurasthénie. Je m'allongeai dans le fond du traîneau, me recroquevillai, pour ne pas me laisser ronger si cruellement par le froid, et je me fis l'effet d'un misérable toutou, d'un chien errant, incapable. Longtemps, longtemps, nous avançâmes, jusqu'à ce que brille cet ami éternel, le petit mais si joyeux réverbère de l'entrée de l'hôpital. Il scintillait, disparaissait, s'allumait soudain, s'évanouissait de nouveau, attirait. Un regard vers lui, et mon cœur solitaire se sentit quelque peu soulagé. Le réverbère se stabilisa définitivement devant mes yeux. Je le vis grandir et se rapprocher. Les murs blancs de l'hôpital sortirent du noir, et lorsque je franchis le portail, je me disais déjà « Baliverne le bras ». Cela n'a aucune importance, le bébé était déjà mort quand tu lui as cassé le bras. Ce n'est plus à cela qu'il faut penser, mais à la mère, qui est vivante. Le réverbère m'avait réconforté. Le perron familial aussi. Néanmoins, une fois dans la maison, ressentant la chaleur du poêle, savourant par avance le sommeil intérieur de tous les maux, je marmonnais en montant dans mon cabinet. Oui, c'est vrai, mais malgré tout, c'est terrible. Et je me sens seul, très seul. Mon rasoir était sur la table, à côté du gobelet d'eau bouillante, maintenant refroidi. Je le jetai avec mépris dans le tiroir. Quel besoin de me raser vraiment. Une année entière, alors qu'elle s'éternisait, elle me semblait à 1000 facettes, à 1000 visages, compliqués, terribles, et c'est à présent que je comprends que, en fait, elle est passée comme un ouragan. Cependant, en me regardant dans la glace, je peux voir la trace qu'elle a laissée sur mon visage. Mes yeux sont devenus plus sévères, plus inquiets, ma bouche plus assurée, plus courageuse, et ce pli à la racine du nez restera pour la vie, comme resteront mes souvenirs. Je les vois dans la glace défiler en rangs serrés. Il n'y a pourtant pas si longtemps que je tremblais encore à la pensée de mon diplôme, à la pensée de quelque tribunal fantastique venu me juger, avec ses juges sévères qui me demanderaient « Et la mâchoire du soldat, où est-elle » Réponse scélérate, diplômé de l'université. Comment ne pas se souvenir? Mais voilà quelle était l'histoire. Malgré l'existence de l'infirmier, Demian Lukic, qui arrache les dents avec autant d'adresse qu'un charpentier arrache les clous rouillés des vieilles lattes, le tact et le respect de soi-même me dictèrent, dès les premiers pas à l'hôpital de Mourievo, d'apprendre moi aussi à arracher les dents. Demian Lukic peut s'absenter ou tomber malade, et nos sages-femmes savent tout faire, sauf une seule chose, elles n'arrachent pas les dents. Excusez-les, ce n'est pas leur affaire. Donc, je me souviens parfaitement, sur le tabouret à côté de moi, de ce visage bien rougeau, quoique crispé par la douleur. C'était un soldat, revenu comme tant d'autres du front dissous après la Révolution. Je me souviens très bien aussi du trou de cette grosse dent robuste, solidement plantée dans la mâchoire.
clignant des yeux avec importance, grognant d'un air préoccupé. Je saisis la dent entre les pinces, et c'est alors que me revint très nettement à l'esprit le fameux récit de Tchekhov, racontant comment on arracha une dent au diacre. Et, pour la première fois, il m'a paru que ce récit n'avait rien de comique. Dans la bouche, il y eut un craquement sonore. Le soldat poussa soudain un cri. Ah! Puis, toute résistance cessa sous ma main. Les pinces se retrouvèrent d'un coup hors de la bouche, serrant quelque chose de blanc, plein de sang. Mon cœur cessa alors de battre, car ce quelque chose était plus volumineux que n'importe quelle dent du soldat, qu'il s'agisse même d'une de ses molaires. Tout d'abord, je n'y compris rien, mais ensuite, je faillis éclater en sanglots. Les pinces serraient en fait non seulement la dent avec ses racines extrêmement longues, mais un énorme morceau d'os déchiqueté, d'un blanc éclatant, qui tenait à la dent. Je lui ai cassé la mâchoire, pensai-je, sentant mes jambes me manquer, bénissant le sort de ce qui n'eut près de moi ni l'infirmier ni les sages-femmes. J'enveloppais avec le geste d'un voleur le fruit de mon travail d'artiste dans de la gaze et le cachai dans ma poche. Le soldat chancelait sur son tabouret, se cramponnant au pied de la table gynécologique d'une main et de l'autre au pied du tabouret, et il me regardait, les yeux écarquillés, complètement hébétés. Au désarroi, je lui mis sous le nez un verre d'une solution de manganate de potassium et lui ordonnai « Rince-toi ». C'était stupide. Il prit une gorgée de la solution, mais quand il la rejeta dans la cuvette, elle s'était mélangée à son sang écarlate, se transformant à mesure en un liquide épais, d'une couleur insolite. Puis le sang se mit à jaillir de la bouche du soldat à tel point que j'en demeurai figé. Si d'un coup de rasoir j'avais ouvert la gorge du pauvre diable, je doute qu'il y en ait eu davantage. Repoussant le verre de potassium, je me précipitai sur le soldat avec des tampons de gaz pour en bourrer le trou béant de la mâchoire. Instantanément, la gaze devenait écarlate, et en la ressortant, je voyais bien, non sans effroi, que dans un trou comme celui-là, on pourrait sans difficulté loger une reine Claude de belle taille. Je l'ai vraiment arrangé, le soldat, pensai-je, désespéré, en tirant de la boîte de longues bandes de gaz. Le sang s'arrêta enfin de couler. Je pus badigeonner d'iode le trou de la mâchoire. Pendant 3 heures, tu ne devras rien manger, dis-je à mon patient, avec un tremblement dans la voix. Je vous remercie bien, répondit le soldat, en regardant la cuvette pleine de sang avec une certaine stupéfaction. Mon ami, dis-je d'une voix pitoyable, écoute. Tu vas revenir demain ou après-demain. Tu comprends? Il faudra que je voie ça. Tu as encore une dent douteuse à côté. D'accord? Merci beaucoup, répondit le soldat d'un air sombre, et il s'éloigna en se tenant la joue. Je me précipitai alors dans la salle de consultation, y restai assis quelques instants, la tête serrée entre les mains, chancelant, comme moi-même en proie à un mal de dents. 4 ou 5 fois, je sortis la boule dure, pleine de sang de ma poche pour la cacher de nouveau. Pendant une semaine, j'ai vécu comme dans un brouillard, maigrissant à vue d'œil, m'étiolant. Le soldat aura la gangrène, une septicémie. Bon sang de bonsoir, quelle idée de me précipiter sur lui avec mes pinces. Des images absurdes se dessinaient devant mes yeux. Ça y est, le soldat commence à trembler. D'abord, il peut encore marcher. Il parle de Kérinski et du front, puis se fait de plus en plus silencieux. Il n'a que faire à présent de Kérinski. Le soldat repose sur un oreiller de coton et délire. Il a 42 fièvres. Tout le village vient le voir. Et puis le soldat est allongé sur la table, sous les icônes, le nez pincé. Dans le village, les racontars commencent. Mais c'est venu comment? Le docteur lui a bien sorti une dent. Ça serait ça. Et plus ça va, plus on en dit. Une enquête. Arrive un homme sévère. C'est vous qui avez arraché une dent au soldat? Oui, c'est moi. On exhume le soldat, le jugement, la honte. C'est moi qui ai causé la mort. Ça y est, je ne suis plus médecin, mais un homme malheureux, rejeté par-dessus bord, ou, plus exactement, je ne suis plus un homme. Le soldat ne se montrait pas, j'étais mal à l'aise. La boule prenait une couleur de rouille et se desséchait dans mon bureau. Dans une semaine, il faudrait aller au chef-lieu chercher le salaire du personnel. Je partis 5 jours plus tard, et commençai par aller voir le médecin de l'hôpital du chef-lieu. Cet homme à la petite barbe jaunie par la fumée travaillait depuis 25 ans dans cet hôpital. Il en avait vu bien d'autres. Dans la soirée, assis dans son cabinet, je buvais tristement un thé au citron, tout en tripotant la nappe. À la fin, n'y tenant plus, je commençai à lui parler des cas où, si quelqu'un arrache une dent et abîme la mâchoire, il peut bien en résulter une gangrène, n'est-ce pas? Vous savez, un morceau. Je lisais. Cet homme écoutait, écoutait, fixant sur moi des petits yeux d'une couleur délavée, cachés sous une broussaille de sourcils. Puis soudain il me dit « C'est que vous lui avez cassé l'alvéole. Vous serez un maître en l'art d'arracher les dents. Laissez donc ce thé
et allons boire un verre de vodka avant le dîner. Et aussitôt, mon soldat persécuteur s'effaça de mon esprit pour toujours. Ah, miroir des souvenirs, une année était passée. Que c'est drôle de repenser à cette histoire d'alvéole. C'est un fait, je n'arracherai jamais les dents comme Demian Lukic, évidemment. Lui, il en arrache au moins 5 par jour, et moi une seule tous les 15 jours. Malgré tout, j'arrache les dents comme beaucoup aimeraient bien le faire. Je ne casse pas d'alvéole, et même si j'en cassais, je ne m'effraierais pas. Et il n'y a pas que les dents. Que n'ai-je pas vu et fait pendant cette année incomparable? Le soir s'était installé dans la pièce. La lampe brûlait déjà et, flottant dans la fumée amère des cigarettes, j'entrepris de dresser un bilan. Mon cœur débordait de fierté. J'avais pratiqué 2 amputations de la cuisse, sans compter celle du doigt, et les curetages. Ici, on en avait enregistré 18, et la hernie, et la trachéotomie, faite et réussie. Combien d'abcès énormes n'avais-je pas ouverts? Et les bandages dans les 4 fractures, de plâtre et d'amidon. J'avais réduit des luxations, les tubages, les accouchements. Vous pouvez venir, n'importe quel cas d'accouchement. Je ne m'attaquerai pas à une césarienne, c'est vrai. On peut l'envoyer à la ville. Mais les forceps et les versions tant que vous voulez. Je me souviens de mon dernier examen d'état de médecine légale. Parlez-moi des blessures à bout portant, me dit le professeur. Je pris la parole, décontracté, et mon exposé dura longtemps. Grâce à ma mémoire visuelle, je voyais défiler la page d'un manuel absolument énorme. Enfin, je fus à court d'inspiration. Le professeur me regarda d'un air dégoûté, et me dit d'un ton grinçant. Dans tout ce que vous avez dit, je ne vois rien qui ressemble aux blessures à bout portant. Combien avez-vous de 5 15, répondis-je. Il inscrivit un 3 en face de mon nom, et je sortis dans un brouillard, dans la honte. Je sortis, et peu après je partis pour Mouriévaux. Et voilà, je suis ici, tout seul. Qu'est-ce que j'en sais, moi, des blessures à bout portant? Mais le jour où j'ai eu ici, devant moi, un homme sur la table d'opération, les lèvres couvertes d'une bave écumante, rouge de sang, est-ce que je me suis troublé? Non. Et malgré sa poitrine criblée à bout portant de ces plombs que l'on utilise pour la chasse aux loups, malgré son poumon mis à nu et la chair de sa poitrine qui pendait en lambeaux, est-ce que je me suis troublé? 1 mois et demi plus tard, il quittait mon hôpital bien vivant. À l'université, je n'avais pas eu une seule fois l'honneur de toucher à des forceps. Pourtant ici, en tremblant, il est vrai, je les avais appliqués en un instant. Je ne cache pas que le bébé était bizarre. Il avait la moitié de la tête enflée, rouge violacé et un œil manqué. Je me glaçais. J'entendis confusément les paroles réconfortantes de Pélagie Ivanovna. « Ce n'est rien, docteur, c'est parce que vous lui avez mis une cuillère sur l'œil. » Je tremblais pendant 2 jours, mais au bout de ces 2 jours, la tête redevint normale. Combien de plaies n'avais-je pas recousues? Combien de pleurésies purulentes n'avais-je pas vues, de ces pleurésies où il faut pratiquer une ouverture à travers les côtes? Combien de pneumonies, de typhus, de cancers, de syphilis, de hernies réduites, d'hémorroïdes, de sarcomes? Plein d'enthousiasme, j'ouvris le registre de l'infirmerie et, pendant 1 heure, je comptais. Je fis le total. En un an, jusqu'à cette heure tardive, j'avais reçu 15 613 malades. Sur 200 hospitalisés, il en était mort seulement 6. Je fermai le registre et me traînai vers mon lit. Une fois couché, je pensais en m'endormant qu'au jour de ma 24e année, mon expérience était désormais immense. De quoi aurais-je peur? De rien. J'avais même, à des gamins, retiré un petit pois de l'oreille. J'avais coupé, coupé, coupé. Ma main courageuse ne tremble pas. Je discernais tous les mauvais tours et avais appris à comprendre ces conversations de bonnes femmes auxquelles personne ne comprendrait rien. Je m'y retrouve comme Sherlock Holmes dans les documents mystérieux. Le sommeil approchait. Je grommelai-je en m'endormant. Je n'imagine absolument pas que l'on puisse m'amener un cas susceptible de me mettre dans l'embarras. Peut-être là-bas, dans la capitale, dira-t-on que c'est de la sous-médecine. Soit. Pour eux, c'est facile, dans leurs hôpitaux, leurs universités, dans leurs cabinets de radiologie. Mais moi, ici, je représente tout, et les paysans ne peuvent pas vivre sans moi. Comme je tremblais auparavant, lorsqu'on frappait à la porte, comme je me crispais mentalement, alors qu'à présent. Mais quand est-ce arrivé? Il y a environ 1 semaine, monsieur le docteur, 1 semaine, cher docteur. C'est venu, et la femme se mit à pleurnicher. Un matin grisâtre d'octobre. Voilà le premier jour de ma 2e année. Hier soir, en m'endormant, je m'enorgueillissais et me vantais. Et ce matin, je suis là en blouse, en train d'examiner, désemparé. Elle tenait un gamin d'1 an dans les bras, comme on tient une bûche. Le gamin n'avait pas d'œil gauche. À la place de l'œil, une boule jaune, de la grosseur d'une petite pomme, sortait de ses paupières toutes fines et tendues. Le gamin criait de douleur, se débattait. La femme pleurnichait. Et là, je fus troublé. J'examinais de tous les côtés.
Demian Lukic et la sage-femme se tenaient derrière moi. Ils se taisaient, n'ayant jamais rien vu de tel. Qu'est-ce que c'est? Une hernie cérébrale? Il est vivant. Un sarcome? Un peu mou. Une espèce de tumeur inconnue, terrible. Mais d'où proviendrait-elle? De l'œil qu'il y avait, mais peut-être y en a-t-il jamais eu. En tout état de cause, pour l'instant, il n'y en a pas. Voilà, dis-je l'air inspiré, il va falloir enlever cette chose. Je m'imaginais aussitôt en train d'inciser la paupière, de l'écarter. Et quoi? Et après? Peut-être est-ce effectivement du cerveau? Bon sang, c'est assez mou, ça ressemble à du cerveau. Couper quoi? Demanda la bonne femme en pâlissant. Couper dans l'œil? Je ne donne pas mon accord. Et, absolument terrifiée, elle se mit à envelopper le bébé dans des chiffons. Il n'en a pas d'œil, répondis-je catégorique. Regarde toi-même. Où est-il donc? Ton bébé a une tumeur étrange. Donnez-lui des gouttes, disait la femme épouvantée. Non, mais tu veux rire? Et quelles gouttes? Les gouttes n'y pourront rien. Alors il va rester sans œil, c'est ça? Il n'a pas d'œil, je te dis. Mais avant-hier il y était, s'écria la femme désespérée. Zut! Je ne sais pas. Peut-être y était-il effectivement. Zut! Seulement, maintenant il n'y est pas. Et tout compte fait, tu sais, ma belle, tu n'as qu'à emmener ton bébé à la ville, et sans tarder. Là-bas on l'opérera. N'est-ce pas, Demian Lukic? Ouais, répondit gravement l'infirmier, ne sachant manifestement pas que dire. C'était un cas sans précédent. L'ouvrir à la ville? Demanda la femme, épouvantée. Je refuse. Pour finir, la bonne femme emmena son bébé sans avoir laissé toucher à son œil. Pendant 2 jours, je me cassais la tête, haussant les épaules, farfouillant dans la bibliothèque, examinant des schémas de bébés dont les yeux faisaient place à des poches proéminentes. Zut! Mais au bout de 2 jours, le bébé tomba dans l'oubli. Une semaine passa. Anna Djoukova, criai-je. Une bonne femme joviale entra, un enfant dans les bras. De quoi s'agit-il? Demandai-je comme d'habitude. Ça me tient à mes côtés, j'ai peine à respirer, m'informa la femme qui, je ne sais pourquoi, sourit d'un air moqueur. Le son de sa voix attira mon attention. Vous m'avez reconnu? Demanda-t-elle, toujours moqueuse. Attends, c'est le même enfant? Oui. Rappelez-vous, monsieur le docteur, vous disiez qu'il n'y avait pas d'œil et qu'il fallait ouvrir pour... Je fus abasourdi. La femme me regardait d'un air triomphant. Ses yeux pétillaient de rire. Le bébé était dans ses bras, silencieux, et regardait le monde de ses yeux marrons. Il n'y avait pas trace de poche jaune. C'est quelque sortilège, pensai-je faiblement. Puis revenant un peu à moi, je tirai la paupière avec précaution. Le bébé pleurnichait, essayant de détourner la tête, mais malgré tout, je réussis à voir une cicatrice minuscule sur la muqueuse. Ah oui, en partant de chez vous l'autre fois, elle a crevé. Bon, ça va, pas la peine de raconter, dis-je confus, j'ai déjà compris. Et vous disiez qu'il n'y a pas d'œil. Voyez, il a poussé. Et elle eut un petit rire moqueur. C'est idiot, j'ai compris. Un accès absolument énorme s'est formé sur la paupière inférieure, il s'est développé, a repoussé l'œil et l'a complètement dissimulé. Par la suite, quand il a crevé, le pus s'est écoulé, et tout est redevenu normal. Non, jamais plus, même en m'endormant, je ne marmonnerai fièrement que rien désormais ne pourra m'étonner. Non, une année était passée, une autre passera, aussi riche en surprises que la première. Par conséquent, il me faut étudier bien sagement.